Ok, donc approche palpatoire du bassin, très importante ici pour identifier la région lombo-pelvienne. D'abord, vraiment palper à plat, 3 doigts à plat comme ça, superposés, et sentir vraiment tout le relief de l'épine-iliaque postéro-supérieur. Donc l'idée, c'est vraiment de sentir vraiment tout le relief à travers la peau de cette épine iliaque postéro-supérieure, de chaque côté. Chez un sujet plus mince comme lui, c'est assez facile parce qu'on a des fossettes ici. Et donc, c'est à ce niveau-là que se trouvent ces épines iliaques postéro-supérieures. Essayez de bien identifier toute l'épine iliaque, c'est-à-dire que sous mon index, ici j'ai la partie inférieure de l'épine, sur mon majeur j'ai le milieu de l'épine, et sur mon annulaire j'ai la partie supérieure de l'épine iliaque postéro-supérieure. Donc c'est le début de la crête. Donc c'est quand même un gros relief, d'accord? C'est vraiment un gros relief, d'accord? Ici je suis vraiment comme ceci, donc inférieur, dessus et sur le début de la crête. Et donc pourquoi ça a son importance? Parce qu'on va vraiment devoir partir de la partie inférieure ici de l'IPS pour différents tests par la suite, comme le Stork test par exemple, ou pour identifier S2, ce qu'on va faire maintenant. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment palper tout le pourtour et de vraiment même dessiner ce que vous ressentez, d'accord, sur les doigts. Donc vraiment dessiner la partie inférieure, la partie ici médiale et le début de la crête. Et vraiment de le faire de chaque côté, voilà, pour vraiment bien avoir cette épine iliaque, bien vérifier que ce soit juste. Vous partez de l'IPS, partie inférieure, vous tirez un trait à l'horizontale et vous tombez sur une petite crête, c'est S2. D'accord, la petite crête qui est ici, c'est l'épineuse de S2. D'accord? C'est quoi qui sonne comme ça? Donc ça c'est l'épineuse S2. Ensuite je vais sur S1, donc c'est une petite épineuse qui n'est pas très saillante. Et puis normalement ici je vais sortir une épineuse beaucoup plus saillante et ça normalement c'est L5 supposé. D'accord? Donc L5 supposé qui est ici. On peut éventuellement faire une autre méthode, c'est partir de nouveau des EIPS, partie ici inférieure, index et annulaire dessus, et normalement le majeur arrive juste en dessous de L5. D'accord? Mais ça dépend un petit peu des morphologies, c'est quand même mieux de décompter S1, S2, S1, d'accord, S2, S1, L5 supposé. Comment est-ce que je vais vraiment faire la différence entre les deux? C'est simplement par mon rebond, d'accord? Vous pouvez éventuellement, si ce n'est pas trop sensible, mettre pouce sur l'épineuse. Et quand vous poussez sur L5, vous allez avoir du rebond parce que vous avez un disque au-dessus et un disque en dessous. D'accord? Donc il y a une forme d'amortissement, de rebond. Si c'est trop sensible avec les pouces, prenez l'éminence hypothénare pour venir tester ce rebond. Tandis que si je suis sur S2, ici, j'ai beaucoup moins de rebond, d'accord? Parce que j'ai la sacroiliaque qui vient faire une force closure, comme ceci, et qui fixe mon sacrum. Même chose sur S1, S2, pardon. S2, c'est raide. S1, c'est raide, un petit peu moins que S2, parce qu'on se rapproche de la charnière. Et S5, j'ai du rebond. Ok? Donc là, je suis sûr que j'ai identifié, à ce moment-là, l'épineuse de L5. Ensuite, on va remonter jusqu'à T12. D'accord? Pour ce faire, le plus facile, c'est de reprendre l'épineuse de L5 et de venir pianoter L4, L3, d'accord? De revenir L3, L2, L1, T12. Soit vous faites comme ça, en pianotant, soit vous mettez de part et d'autre, poussez index sur L5, vous fixez avec l'index et vous montez sur l'épineuse supérieure, L4, fixez avec l'index, vous montez sur l'épineuse supérieure, L3, L2, L1, T12. Fixez pour ne pas avoir le jeu de peau, pour ne pas vous tromper de niveau. Ok? Donc vous essayez deux méthodes, celle qui vous convient le mieux, ben vous gardez la méthode qui vous convient le mieux, L4, L3, L3, L2, L2, L1, L1, T12. Comment est-ce que je sais si je suis vraiment sur T12, L5, L4, L3, L2, L1, T12, donc je me suis trompé, pardon. S1, S2, L5, L4, L3, L2, L1, T12, voilà. Je vais la mettre sur l'espace interépineux supposé de T12 L1, comme ceci. Et si le sujet a une côte, une deuxième côte palpable et saillante, si je viens pousser sur cette côte ici, d'accord, je dois sentir sur mon doigt ici,
au niveau de l'espace interépineux un mouvement. D'accord? Si je pousse sur la côte là, d'accord, je viens pousser donc L5, L4, L3, L2, L1, T12, d'accord? Si je suis ici donc sur T12, T11, d'accord? Si je pousse sur ma 12e côte, je vais entraîner un mouvement, je fixe le bassin ici, je vais entraîner un mouvement au-dessus, voire même peut-être en dessous. Donc soit on va palper T11, T12 ou T12 et L1, mais il doit y avoir un mouvement. Si je suis là, je vais pas sentir beaucoup moins ce mouvement par rapport à la 12e côte. C'est une manière de faire, c'est pas toujours facile d'identifier la charnière T12. Une autre manière de faire pour T12, c'est éventuellement de partir vraiment les doigts serrés comme ceci et de descendre en serrant les doigts évidemment. Et quand vous avez l'impression que vos doigts s'écartent, d'accord, normalement on est sur l'approche de T12 parce que l'épineuse T12 est un petit peu plus large. Et donc on a vraiment cet écartement de doigts parfois, pas chez tous les sujets, parfois on a ça. Donc ça c'est vraiment pour les repères déjà osseux de base on va dire. Vous pouvez suivre après toute la crête iliaque si vous voulez pour aller palper. Ce serait intéressant par la suite d'aller palper toute cette crête parce qu'il y a l'insertion de tous les muscles fessiers avec des triggers qu'on va pouvoir aller chercher éventuellement quand on fera des triggers à ce niveau-là. Il faut aussi s'imaginer qu'il y a des ligaments très profonds, ligaments iléo-lombaires, d'accord? Donc les ligaments iléo-lombaires qu'on va trouver entre L5, donc entre l'apophyse transverse de L5 et les IPS, l'apophyse transverse de L4 et des IPS de chaque côté. C'est des ligaments qui sont très profonds, mais qui peuvent être des sources nociceptives dans l'aigu aussi, d'accord? Il y a l'articulaire, le musculaire, le myofascial, les ligaments, les capsules articulaires, les sacroiliaques qui peuvent être des sources nociceptives dans l'aigu. On va aussi avoir ici, tout le long de la ligne, d'accord, sacroiliaque, de l'interligne articulaire sacroiliaque ici, les ligaments sacroiliaques qu'on peut vraiment venir palper un petit peu comme des cordes. Vous allez sentir, donc c'est une palpation qui est perpendiculaire, on va sentir comme des cordons, d'accord? Et ça, donc à ce niveau-là, je vais faire en vert ici, ce sont les ligaments sacroiliaques, d'accord? Ces ligaments sacroiliaques peuvent aussi être sensibles à la palpation. Si on a une sensibilité plus d'un côté que de l'autre, peut-être qu'il y a une souffrance, peut-être qu'il y a un trouble musculo-squelettique. Et donc, de nouveau, c'est la convergence d'informations sur la reproduction de douleur ou de sensibilité qui va guider notre examen. Les ligaments iléo-lombaires, ils sont très profonds, donc avant de vraiment pouvoir reproduire la douleur, ça va être difficile, d'accord? On a les ligaments interépineux, d'accord? Et les ligaments interépineux, on vient les gratter, comme ceci, de nouveau pour voir si on a une douleur. Si on a une douleur sur un ligament interépineux sur un ou sur deux niveaux, eh bien, il faudra mettre ça en relation avec les mouvements accessoires qu'on fera pour voir si on a une convergence d'informations aussi. Est-ce que ma PA provoque une douleur, mais est-ce que mon ligament interépineux provoque aussi une douleur, convergence de nouveau d'informations. Ensuite, on va redescendre sur les AIL. AIL, angle inféro-latéraux du sacrum, AIL, ici. Et donc pour ce faire, on suit l'interligne articulaire jusqu'à un moment donné, vous tombez dans le vide. Enfin, le vide, dans la masse musculaire. Okay, je remonte un petit peu et j'arrive sur de l'os. C'est à ce niveau-là que se trouvent mes AIL, angles inféro-latéraux. Je viens mettre ici mon interphalangienne du pouce à la perpendiculaire, sur la ligne entre les AIL ici, pour recouvrir mon coccyx. Donc je vais mon interphalangienne, d'accord, s'il y a une ligne ici qui passait, comme ceci. Et donc là, j'ai mon articulation sacro-coccygienne qui va se retrouver là, d'accord. Et je viens renforcer l'appui avec ma main ici pour pousser son coccyx, d'accord. Reproduction des symptômes ici qui peuvent parfois arriver sur des coccygonies, d'accord. Et là, je force un peu plus sur l'articulation sacro-coccygienne, parce que je fais une flexion qui peut être douloureuse. Je peux aussi aller encore un poil plus bas, d'accord, m'enfoncer comme ceci, et là je suis sur la pointe du coccyx, et là ça peut être très douloureux, en cas de chute par exemple, ça peut être très douloureux. Tant que j'ai palpé ça, je veux aussi aller palper les tuberosités sciatiques, d'accord. Donc je palpe de part et d'autre les tuberosités sciatiques, d'accord, qui doivent normalement plus ou moins être au même niveau, d'accord.
Si on a vraiment une grosse asymétrie, bah, il faudra voir s'il n'y a pas eu d'ancien traumatisme de chute à cheval, chute dans les escaliers, avec peut-être une instabilité sacro-iliaque. Donc ça peut être important. Très important, si justement une différence d'asymétrie de la tuberosité sciatique, c'est d'aller palper le ligament sacro-ischiatique. C'est un ligament qui va se retrouver ici. Et ce ligament sacro-ischiatique est souvent sensible, donc dans les études, notamment en périnéologie, donc tout ce qui est autour de la femme enceinte, en anté et en postpartum, c'est un des tests qu'on utilise, cette sensibilité du ligament, pour dire qu'il y a peut-être des problèmes lombopelviens qui sont liés à l'articulation sacro-iliaque. Donc on vient vraiment s'enfoncer en profondeur entre la tuberosité sciatique et la IL, et ce sera sensible aussi en cas de chute éventuellement. Et je viens vraiment essayer avec mes doigts de venir crocheter ce ligament. Voilà, je crochette vraiment ce ligament et je compare évidemment toujours gauche-droite pour voir la différence de tension, mais surtout de sensibilité. Reproduction de symptômes, sensibilité du ligament sacro-ischiatique. Ça va? Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, pour revenir un petit peu au niveau lombaire, et là c'est plus compliqué, on peut essayer d'aller dans les espaces interépineux et un travers de pouce de l'espace interépineux, de venir palper, entre guillemets, les facettes articulaires en U-plié pour une unilatérale postéro-antérieure, pression unilatérale postéro-antérieure. Mais il y a plein de masses musculaires là, d'accord? Vous allez avoir du muscle épineux, du multifide, du longissimus, de l'iliocostal, d'accord? Du carré des longues, ici en dessous. Et donc c'est pas évident. Donc il risque d'avoir des faux positifs à cause de trigger point. Je prends un espace interépineux ici au hasard, donc celui-ci par exemple. Je viens mettre un travers de pouce. Normalement c'est un travers de pouce par rapport à la morphologie du patient, du pouce du patient. Donc bon, ça va encore, on n'a pas une grosse différence de morphologie un petit peu, mais je veux dire, c'est pas une fillette de 50 kg. Donc du coup, c'est plus ou moins cette distance-là. Et je viens donc un travers de pouce, tac, voilà, comme ceci, entre les épineuses. Et là, je viens vraiment faire d'abord un petit peu un ponçage peau, graisse et muscle, d'accord? Et si je fais comme ceci, là je suis dans le muscle, si je sens du cordon musculaire, déjà ce sera sensible, ça sera du musculaire. Si je n'ai pas cette réaction, je vais venir plus en profondeur pour essayer de venir, à travers tous les tissus mous ici, solliciter la facette articulaire, d'accord, de ce niveau. Je l'ai fait du côté hétérolatéral, je pourrais très bien le faire du côté homolatéral, ça c'est à vous de voir comment vous préférez. En général, c'est mieux de le faire du côté homolatéral, mais c'était pour ne pas vous tourner le dos par rapport à la caméra. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important d'aller palper. Ça, il faudra le faire. Ensuite, comme je l'ai expliqué, eh bien, tous les muscles peuvent être aussi concernés forcément dans les sources nociceptives, surtout en aigu. On peut voir un petit peu le décollement, entre guillemets, qu'on peut avoir des paravertébraux, voir si on a des adhérences, quand on essaie de séparer un petit peu les paravertébraux des épineuses, et de nouveau voir si on a une sensibilité. Ce que je fais de ce côté-là, je le fais évidemment de l'autre côté. Palpation, et on verra ça plus en détail, en perpendiculaire pour voir si on a des cordons avec des triggers sur les muscles paravertébraux. Les triggers du multifide se trouvent en général très très bas, près des ligaments ilio-lombaires. Donc là, on peut avoir des points douloureux qui peuvent être des triggers du multifide avec douleur localisée, douleur référée, qu'on verra plus tard. Et alors, et surtout aussi, qui est très intéressant, c'est la palpation carré des longues en bilatéral. Moi, je fais souvent en bilatéral dans un premier temps. Je vais vraiment pincer ici. Je m'enfonce, donc les paravertébraux, je vais en dessous des paravertébraux, d'accord? Je m'enfonce de manière bilatérale pour essayer de voir un petit peu si j'ai une sensibilité palpatoire, donc de tension, de raideur, de douleur au niveau carré des longues. Ça va, c'est la même chose de côté? Ouais. Si jamais il me disait par exemple, je sens un peu plus, chez les lombagiques, vous allez souvent voir ça de ce côté-ci, je viens investiguer alors un peu plus en profondeur du côté où c'était sensible pour voir si j'ai éventuellement un trigger. Donc palpation articulaire, palpation ligamentaire, d'accord, palpation musculaire des paravertébraux et les fessiers, on verra ça plus tard quand on fera vraiment les triggers plus en spécifique. Et n'oubliez pas l'articulation sacro-coccygienne et le coccyx, car il y a souvent des choses.
ainsi que le ligament sacro-échatique ici à ce niveau-là.